Ok. Ça, c'est bon. Bon, Dan, je t'ai envoyé tout sur ton mail, tu peux le renvoyer. Ok, donc on va reprendre, hein. Donc, comme je vous disais, donc aujourd'hui, on va étudier les protéines, donc savoir connaître leur emplacement dans la membrane et Là, connaître. là c'est pas. Juste si tu peux partager. Je crois que il s'est arrêté le partage. Ah, et là? C'est bon? Là, vous m'entendez? Vous voyez mon Ouais, écran? ouais, ouais. C'est bon. Allez, parfait. Allez, super. Donc, on reprend. Donc, aujourd'hui, donc on va étudier les protéines. On va parler des techniques d'immunomarquage, d'immunofluorescence et on va aborder la technique du Western blot. La semaine prochaine, donc le dimanche 1er mars, on va parler des techniques de immunocoprécipitation. Donc ça, c'est des techniques qui sont très appréciées par les profs, surtout celles qui fait cytosol, Elise Caspi. RT-PCR, ça, c'est plutôt les techniques que vous allez voir dans les derniers chapitres de l'année, à savoir noyau et, et noyau et les chapitres de la fin de l'année et communication intercellulaire. La technique de Pulse-Chase. Donc, je ne sais pas si c'est encore au programme, mais je sais que mon année, la prof Gastaldi, elle avait fait tomber. La cytométrie de flux, c'est une technique qu'on vous apprend dans le premier chapitre. Et enfin, l'étude des tableaux, donc des tableaux divers, que vous pouvez voir au cours des ED. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une protéine. Donc, cette protéine, c'est la neurolastine. Donc, cette protéine neurolastine, elle vous est présentée ici. Donc, elle a une extrémité N-terminale, une extrémité C-terminale. Elle fait a priori, d'après l'analyse bioinformatique, 654 acides aminés. Elle a un poids moléculaire théorique de 72 kilodalton. Et lorsqu'on la purifie à partir d'un cerveau animal, donc d'un LISA de protéines totales, la neurolastine 1, elle fait 72 kg et la neurolastine 2, elle fait 67 kilodalton. Donc déjà, on voit que cette protéine, elle existe sous deux isoformes. Qu'est-ce que ça peut nous faire dire? Ça peut nous faire dire que, en réalité, ces deux isoformes, c'est peut-être la même protéine, mais une des deux protéines a dû subir des modifications post-traductionnelles. En réalité, c'est deux protéines qui en découlent d'une. Donc là, sur cette question, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près toutes les, toutes les interrogations qu'on peut se poser à propos de la conformation d'une protéine et des modifications qu'elle peut subir après sa traduction. Donc, concernant la protéine neurolastine mature, normale, donc l'isoforme NRL1 qui fait 72 kilodalton, est-ce qu'elle est glycosylée? Alors, pour savoir si une protéine elle est glycosylée, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient respectées. Donc, première condition, il faut que la protéine elle soit glycosylable. Si elle n'est pas glycosylable, s'il n'y a pas de site putatif de N, C ou O glycosylation, la protéine, elle ne pourra pas être glycosylée. On ne peut pas glycosyler une protéine qui n'est pas faite pour ça. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut que le poids moléculaire théorique, il doit être différent du poids moléculaire purifié. Alors, le poids moléculaire théorique, c'est le poids moléculaire de la protéine qu'on prédit dans les analyses bioinformatiques, c'est-à-dire la protéine nue en fait, la protéine sans rien, sans les modifications post-traductionnelles, sans les glycosylations, sans les clivages. Et ça, je ne pense pas qu'on vous en parlera, mais il faut savoir aussi que les ponts disulfures, ça modifie le poids moléculaire des protéines. Donc, si vous voulez, le poids moléculaire théorique, c'est je prends ma protéine et je compte le poids de chaque acide aminé sans compter les sucres et sans compter les coupures qui vont survenir après. Donc, ce poids moléculaire théorique, ça, c'est le poids moléculaire théorique. Le poids moléculaire purifié, c'est le poids moléculaire réel de la protéine. Je prends ma protéine, je la sors de la membrane plasmique, je la mets sur une balance et je regarde combien elle pèse. Donc ça, c'est le poids de la protéine avec tous les rajouts qu'on va lui faire après sa traduction, à savoir les glycosylations, les clivages, les ponts disulfures, etc. Donc pour qu'une protéine
elle soit glycosylée, il faut forcément que le poids de la protéine nue soit inférieur au poids moléculaire de la protéine lorsqu'elle est dans la membrane. Or ici, on sait que le poids moléculaire théorique qui est prédit par les analyses, c'est 72 kilodalton, alors que le poids moléculaire théorique de la protéine qu'on a extraite de manière naturelle de la membrane, c'est aussi 72 kilodalton. Ça signifie quoi? Ça signifie que entre le moment où la protéine est passée d'ARN à protéine et le moment où on l'a sortie de la membrane plasmique après qu'elle ait vécu son histoire, il n'y a rien eu qui s'est passé. Il n'y a pas eu de glycosylation, il n'y a pas eu de perte de poids, ni de rajout de sucre. Donc ici, poids moléculaire théorique égale poids moléculaire purifié. Il n'y a aucun site de glycosylation qui est prédit. Donc, conclusion, la protéine n'est pas glycosylée. C'est aussi simple que ça. Donc, je reviens sur les 2 points. Premier point, dans la séquence de la protéine, il faut que vous ayez les petites fourches là, qui représentent les sites putatifs. Et il faut que le poids moléculaire soit différent le poids moléculaire théorique soit différent du poids moléculaire purifié. Alors, juste un petit rappel sur les glycosylations. Donc, il faut savoir que les N et les C glycosylations ne se font que dans la membrane plasmique et dans le milieu extracellulaire. Donc, N, C et O, je reprends, N, C et O, ça se fait milieu extracellulaire dans la membrane plasmique. Dans le cytosol, il peut exister que des O-glycosylations. OK? Donc, pour rappel, les N et C glycosylations, elles se font seulement dans le réticulum endoplasmique. C'est pour ça qu'on va les retrouver que dans la membrane plasmique ou aussi dans le milieu extracellulaire. Par contre, les O-glycosylations, elles vont se faire comporte 654 résidus. Excuse-moi. Ouais. Mais en fait, tu mets le doigt sur le micro, on n'entend rien. Ah, pardon, désolé. Désolé. Donc, deuxième question, savoir si la protéine elle a été clivée. Donc, pour savoir si une protéine elle a été clivée, il faut connaître sa destination et connaître ses différents poids moléculaires. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent faire qu'une protéine va être clivée? Donc, premier facteur, ça va être le peptide signal. Le peptide signal, c'est quoi? C'est le signal qui va permettre à la protéine d'appartenir au système endomembranaire et d'être exportée dans la membrane plasmique. Alors, chaque année, je m'embrouille avec Dan sur ça, c'est que pour moi, il y a une différence entre peptide signal et signal d'adressage ORE. OK? Donc, d'après Dan, un peptide signal, qu'est-ce que c'est? C'est les 20 premiers résidus d'acide aminé qui vont être clivés par la peptidase du signal et ensuite reclivés par la signal peptide-peptidase. Ça, pour moi, c'est bien, mais c'est pas totalement juste. Pourquoi? Parce qu'une protéine qui appartient au système endomembranaire, elle a 2 façons d'être adressée au système endomembranaire. Soit grâce à un peptide signal qui, comme l'a dit Dan, est un signal situé au début de la séquence protéique de la protéine, donc les 20 premiers acides aminés, mais une protéine a un autre moyen d'être adressée à la membrane plasmique, c'est si elle comporte un domaine transmembranaire. OK? Donc, si on vous dit une protéine peut être adressée à la membrane plasmique uniquement grâce au peptide signal, c'est faux. Si elle a un domaine transmembranaire, elle peut être adressée à la membrane plasmique. OK? Donc, faites bien la différence entre signal d'adressage ORE, qui signifie à la fois peptide signal et domaine transmembranaire, et le peptide signal, qui lui est tout le temps clivé. Est-ce que j'ai été clair ou il y a besoin que j'éclaircisse un point? Non? Ok, ça va, je continue. Donc ça, c'est pour les protéines qui appartiennent au système endomembranaire. Ensuite, il y a deuxième possibilité qu'une protéine
perdre des acides aminés, c'est si elle a été adressée à la mitochondrie. Donc, vous savez qu'une protéine mitochondriale, elle a deux possibilités d'être adressée à la mitochondrie. Donc, une protéine mitochondriale, comme toutes les autres protéines, vont commencer leur synthèse dans le cytosol. Et si elles comportent une séquence peptidique qui les adresse à la mitochondrie, eh ben, elles vont subir ce transport. Deux possibilités. Soit la protéine, elle comporte une séquence d'adressage à la mitochondrie qui est située en N-terminal. Dans ce cas-là, la protéine, elle sera clivée. Si son signal d'adressage à la mitochondrie est situé en C-terminal, dans ce cas-là, elle ne sera pas clivée. Et il faut savoir une chose, qu'une protéine peroxysomale ne sera jamais clivée. OK? Donc maintenant, on va revenir à notre protéine. Notre protéine, qu'est-ce qu'on sait d'elle? On sait d'elle seulement ses poids moléculaires. On ne connaît pas sa destination. On ne connaît pas le compartiment auquel elle va être adressée. La seule chose qu'on a, c'est les poids moléculaires. Donc, il va falloir raisonner sur ça. Donc, si une protéine, elle a perdu des résidus d'acides aminés, c'est que forcément, elle a perdu du poids. Puisque je vous rappelle que le peptide signal, c'est à peu près 2 kg Dalton. Donc, ici, notre protéine neurolastine 1, son poids moléculaire théorique, il est passé de 72, il est resté de 72 à 72. Donc, son peptide signal, il n'y a aucune séquence de la protéine qui a été clivée. Donc, ici, notre protéine neurolastine 1, mature, normale, on peut affirmer qu'elle a une longueur de 654 résidus. OK? Très bien. Troisième question, elle peut comporter 2 domaines transmembranaires. Alors, on regarde le schéma de la protéine et on sait que les domaines transmembranaires, c'est les séquences d'acides aminés hydrophobes. Donc ici, il faut voir si la protéine possède ces séquences d'environ 20 acides aminés hydrophobes. Ici, on en a 2 en bleu foncé. Donc, a priori, la protéine possède 2 domaines transmembranaires. L'item est vrai. Dernière question, savoir si la protéine, item D, le premier acide aminé de la protéine est la méthionine. Donc, question qui tombe tout le temps au concours. Pour savoir si le premier acide aminé d'une protéine est la méthionine, eh ben, il faut connaître des règles. Donc, la première règle à savoir, c'est que, en règle générale, le premier acide aminé est toujours la méthionine. Donc, ça, c'est un schéma du chapitre 8 que je vous ai mis, où on voit que l'extrémité N-terminale, son premier aminoacide, c'est la méthionine. OK? Donc, cette méthionine, elle va rester le premier acide aminé de la protéine uniquement s'il n'y a pas eu de clivage. Donc, si la protéine elle est clivée, et ben là, ça va faire partir l'extrémité N-terminale de la protéine. Et donc, finalement, le premier acide aminé de la protéine purifié à partir de la membrane, ce ne sera pas la méthionine, ça sera autre chose. Donc, ici, on a dit que notre protéine, elle avait subi aucun clivage. On est d'accord? Elle était restée de 72 kDa à toujours 72 kDa. Donc, son premier acide aminé est bien la méthionine. Et dernier item de ce premier cas, donc la longueur de la région codante de son ARNM est de 218 nucléotides. Donc, ici, ce qu'on cherche à nous faire savoir, c'est les règles de traduction d'une protéine. On sait que chaque codon, donc on sait qu'un codon, c'est 3 acides aminés, chaque codon, c'est 3 nucléotides, et ces 3 nucléotides correspondent à un acide aminé. Donc, si une protéine comporte un acide aminé, eh ben, son ARNM comportera 3 nucléotides, ribonucléotides. Donc, ici, notre protéine, elle comporte 654 acides aminés. Donc, son ARNM, la longueur de son ARNM, ça sera forcément 654 fois 3. Ici, 218, c'était 654 divisé par 3, c'était pour faire un petit piège. Donc, le calcul est simple. Un triplet de nucléotides, c'est égal à un acide aminé. NRL1, c'est 654 résidus. Donc, son ARNM, ça sera 654 fois 3, soit 1962 ribonucléotides. OK? Oui. Parfait. On va continuer sur un deuxième exemple.
un deuxième cas. Donc, je ne sais pas si c'est suffisamment grand pour vous. Sinon, je peux vous envoyer le document en même temps qu'on avance sur le cours. Donc, tac. Sinon, donc, Dan, j'ai envoyé le document. C'est bon, même le Word? Ouais. Ah, nickel, très bien. Donc, on va passer à une autre protéine. Donc, cette protéine-là, elle a été tirée du PIRCO. Donc, c'est déjà un niveau supérieur que les ED de la fac. Donc, ici, on va parler d'une protéine L1 qui a été clonée à partir du cerveau humain. L'analyse informatique de la séquence peptidique déduite de l'ADN complémentaire donne les résultats suivants. Donc là, le début, c'est en général du pipeau, du blabla, etc. On parle des maladies, etc. Ce qui est important, c'est connaître les caractéristiques de la protéine. Donc, première chose, on vous dit qu'il y a 2 domaines de 20 acides aminés hydrophobes. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on a potentiellement 2 domaines transmembranaires, ça c'est une chose, et que potentiellement, notre protéine est transmembranaire et appartient au système endomembranaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, elle comporte 20 sites putatifs de N-glycosylation entre les acides aminés 20 et 1253, et il y en a 2 qui sont entre les acides aminés 1243 et 1253. Donc finalement, si on se représente la protéine, on a 18 sites avant l'acide aminé 1243, et entre 1243 et 1253, on a encore 2 sites. Donc, en regardant la protéine, on peut voir que entre le premier et le domaine transmembranaire, on a 18 sites, et entre le dernier domaine transmembranaire et l'extrémité C-terminale, on a encore 2 sites. Ça va être important pour connaître combien de sites vont être utilisés. Parce qu'on sait que les sites qui sont utilisés, c'est seulement les sites qui sont en extracellulaire. Donc, ça sera soit les 18 premiers sites, soit les 2 derniers sites. Troisième information qu'on vous donne, le poids moléculaire théorique des résidus 1 à 1253, donc de la protéine totale, c'est 140 kilodaltons. Les résidus qui vont de 20 à 1253, c'est 137 kilodaltons. Donc, on retombe sur le poids que devait faire la protéine si on lui enlève le peptide signal. Le poids moléculaire de la protéine purifiée de la membrane plasmique des neurones, donc ça, c'est le poids moléculaire avec toutes les modifications post-traductionnelles, c'est 209 kilodaltons. Le poids moléculaire de la protéine purifiée de la membrane plasmique neuronale après action des N-glycosidases, c'est 137 kilodaltons. Donc là, on vous donne 3 poids moléculaires. Et c'est à partir de ces 3 poids qu'on va réussir à étudier la protéine. Donc, le premier poids, c'est le poids moléculaire théorique. Ça veut dire le poids moléculaire sans rien. Le deuxième poids moléculaire, donc le poids moléculaire purifié, c'est le poids moléculaire avec tout. Clivage plus glycosylation. Et le troisième poids moléculaire qu'on vous donne, c'est le poids moléculaire de la protéine avec les clivages, mais sans les glycosylations. OK? Donc, ça va être intéressant pour savoir si la protéine elle a été glycosylée et si elle a eu des sucres. Donc, question numéro 1, la protéine est la mature et glycosylée. Donc, on regarde si on a nos deux conditions. Première condition, est-ce qu'elle a des sites putatifs de N-glycosylation? Eh bien oui, on vous a dit oui, elle en a 20. Est-ce que son poids moléculaire théorique est différent de son poids moléculaire purifié? Oui. Son poids moléculaire théorique, c'est 140 kilodaltons et son poids moléculaire purifié, c'est 209 kilodaltons. Résultat, notre protéine est bien glycosylée. Question numéro 2. Donc toujours pareil, le même raisonnement. Le poids moléculaire de la protéine L1 mature, la protéine L1 mature a une longueur de 1253 résidus. Donc on sait que la protéine L1 mature, déjà, elle a des glycosylations. Ça, c'est ce qu'on sait. On sait que le poids moléculaire de la protéine telle qu'elle est insérée dans la membrane plasmique, c'est 209 kilodaltons. Mais ça, c'est avec les glycosylations. Si on enlève les glycosylations, ça fait seulement 137 kilodaltons. Ça veut dire que si je prends ma protéine, je la sors de la membrane, je lui enlève les sucres, j'ai seulement 137 kilodaltons. Or, nous, on a dit dans l'énoncé que la protéine, dans sa totalité, elle devrait faire 140 kilodaltons.
Donc, il y a un décalage entre le poids moléculaire théorique qui est de 140 et le poids moléculaire réel, tel qu'on l'atteste en réalité, qui est de 137 kilodalton. C'est dû à quoi? Ça, c'est dû, en réalité, au clivage, a priori, le clivage du peptide signal. Donc ça, c'est une information en plus, c'est que la protéine, elle est bien clivée, elle ne comporte plus tous ses résidus puisqu'elle a perdu les 20 premiers résidus. Et troisième chose, elle appartient probablement au système endomembranaire. OK? Donc, les réponses, c'était A, c'était vrai, B, c'était faux, puisque elle a perdu les 20 premiers acides aminés hydrophobes par la peptidase du signal lors de son entrée dans le RE. Là, je vous ai remis ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, c'était la petite mise au point qu'elle avait fait la prof Marguerite Gastaldi mon année sur le peptide signal. Et je pense que c'est ces paroles qui font foi, puisque je lui avais posé la question moi, à la fin du cours et elle m'avait bien répondu qu'il y avait une différence entre signal d'adressage ORE et peptide signal. D'ailleurs, elle n'est pas d'accord sur pas mal de choses avec le Pierco. Donc, si vous avez commencé à travailler un peu sur le Pierco, n'hésitez pas à lui poser la question. Moi, je me rappelle que mon année, il y avait elle n'était pas d'accord avec le Pierco sur la disulfure-isomérase, un truc comme ça. C'est une protéine qu'on voit dans le cytosol. Il faut savoir si elle était calcium dépendant ou pas calcium dépendant. Et elle m'avait dit que le Pierco, en gros, c'était des études qui dataient d'il y a très longtemps, donc il ne faut plus se fier à ça. Il faut bien se fier à ce qu'on vous dit dans le cours. OK? Donc, c'est la protéine LA mature possède 2 domaines transmembranaires. Donc, ça, c'est facilement, on peut y répondre facilement. Donc, on a dit que la protéine, dans son analyse du... Oui? Pardon, je voulais En fait, je voulais simplement vérifier, est-ce que du coup PDI, c'est calcium dépendant ou pas, s'il te plaît? Alors, dans le Pierco, c'est marqué que c'est calcium dépendant. D'accord. Pardon. C'est calcium dépendant, exactement. Et dans le poly, c'est marqué que c'est calcium indépendant, je crois. Hein. Ok. D'accord. Il faut que je vérifie. Je transmets la réponse à Dan. Hein. Ok. Merci. Avec plaisir. Ok, donc c'est la protéine à la mature possède 2 domaines transmembranaires. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est faux. Pourquoi? Parce que son premier domaine transmembranaire, qui était le petit signal, a été clivé. D, le poids moléculaire moyen d'une arborisation sucrée est de 4 kilodalton. Alors ça, c'est une question qui est assez compliquée, qui est très technique. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut savoir quel site de glycosylation a été utilisé. Pourquoi? Parce qu'on a dit que notre protéine, elle comportait 18 sites avant le domaine transmembranaire, 2 sites après le domaine transmembranaire. Donc, ça va avoir quelles conséquences? C'est que si on a 18 sites en extracellulaire, les sucres, ils vont être répartis. Ça veut dire que chaque arborisation sucrée va peser moins, mais en compensation, il va y avoir plus de sites. Par contre, si c'est seulement les 2 sites qui sont en extracellulaire, eh ben, on va avoir des grosses arborisations sucrées sur 2 sites, très peu de sites. Donc, en réalité, la quantité compense, le poids des glycosylations compense le nombre de sites de glycosylation qui vont être utilisés. Donc, ici, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que son extrémité N-terminale est en extracellulaire. Si son extrémité N-terminale est en extracellulaire, comme je vous l'ai représenté ici, on va avoir 18 domaines utilisables. OK? Si son extrémité C-terminale est en extracellulaire, on va avoir seulement 2 domaines utilisables. Donc ici, pour savoir quelle représentation est la bonne, il faut se fier au domaine immunoglobuline. OK? Ici, on voit que les domaines immunoglobulines, qui sont, je vous rappelle, seulement en extracellulaire, sont sur la partie N-terminale. Donc finalement, la bonne représentation de la protéine, c'est la première représentation sur ce schéma. Donc c'est celle qui est à gauche. OK? Donc ici, il y a 18 sites qui sont utilisables. Donc
on connaît maintenant le nombre d'arborisations sucrées qu'il va y avoir. Il va y en avoir 18. Maintenant, on veut savoir quel va être le poids de ces arborisations sucrées. Donc, pour le savoir, il faut s'intéresser au poids total des sucres, puisqu'on sait que les sucres représentent un certain poids et ils vont être répartis parmi ces 18 sites. Donc, ici, le poids des sucres, c'est quoi? C'est le poids moléculaire purifié de la protéine, tel qu'on l'a sorti de la membrane plasmique, moins le poids moléculaire après l'action des N-glycosidases. C'est logique. Je prends ma protéine avant les sucres, après les sucres. Je fais mon delta. Donc ici, c'est 72. Et ça me donne le poids des sucres total de ma protéine. Donc ici, j'ai 72 kilodaltons de sucre répartis en 18 sites de glycosylation. En supposant qu'ils sont tous utilisés, ça me fait 72 divisé par 18, donc ça me fait 4, ce qui fait que l'item est juste. On est bon? Ok. Oui. On passe à l'item E. Donc, la protéine L-mature possède 6 ponts disulfure. Donc, ici, on vous dit, on n'a pas d'informations pour savoir si elle a des cystéines ou pas. On ne sait pas du tout. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'elle a 6 domaines immunoglobulines. Donc, on sait, à partir du schéma qu'on vous a donné dans le chapitre 2, qu'un domaine immunoglobuline, c'est égal à quoi? C'est égal à un pont disulfure. OK? Donc, un domaine IG égale un pont disulfure. Donc, ici, on a 6 domaines IG. Et ces 6 domaines IG, comme on vous l'a dit, comme on l'a démontré, ils sont dans le milieu extracellulaire. Le milieu extracellulaire, c'est un milieu oxydant. Comme c'est un milieu oxydant, ça permet la formation des ponts disulfure. Donc, ici, on a 6 domaines immunoglobulines, donc 6 ponts disulfure. OK? Item F. La longueur de la région codante de son ARN M est de 3779 nucléotides. Donc, ça paraît juste, mais je pense qu'on peut le mettre directement faux. Pourquoi? Parce que c'est ribonucléotide. Hop, on va regarder. Ouais, je pense que c'est faux pour ça. OK? La protéine L-mature a possédé un peptide signal. Ça, du coup, c'est juste. Elle a possédé un peptide signal et le peptide signal, il a été clivé. OK. Alors maintenant, on va passer au dernier exo. Donc, c'est un exo sur les... Donc, c'est un exo sur les techniques d'immunomarquage et les techniques d'immunofluorescence. Donc, l'énoncé, c'est le suivant. On cherche à connaître la localisation cellulaire d'une protéine. Cette protéine, comment on va l'appeler? FGF2. Alors déjà, je vais vous poser une petite question pour commencer. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette protéine? Est-ce que vous l'avez déjà vue dans le poly? Non. Vous êtes sûr? Oui, oui. Ok. Alors, cette protéine, la vérité, cette protéine, c'est une protéine sur laquelle on passe à côté. Je crois que c'est tombé une fois en anal. La protéine FGF2, c'est une protéine qu'on voit tout à la fin du chapitre 3, dans le dernier schéma. Et c'est un des facteurs de croissance des fibroblastes. FGF, c'est Fibroblast Growth Factor. Et on le voit en tout petit dans un schéma à la fin du chapitre 3. Dommage qu'on n'est pas en présentiel. Mais allez regarder. Comme ça vous marque l'esprit. Et vous retiendrez mieux ce schéma. Mais on la voit une fois dans le poly. Donc cette isoforme, cette protéine, elle peut exister sous 2 isoformes. Première isoforme, qui fait 18 kilodaltons, on va l'appeler FGF18K. La deuxième isoforme fait 34 kilodaltons, on va l'appeler FGF34K. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On réalise une transfection sur des cellules CHO avec 3 plasmides. Le premier contenant la séquence d'un antigène tag, suivi de la séquence de FGF18K. Le second contenant la séquence d'un antigène tag, suivi de la séquence FGF34K. Et le dernier, c'est un plasmide. Donc, un plasmide, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qui va nous permettre
d'administrer de l'ADN, enfin de faire incorporer une séquence d'ADN, par exemple la séquence d'une protéine, dans l'ADN d'une cellule. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'ADN de FGF18K suivi de l'ADN d'une protéine tag. On a pris la séquence de FGF34K suivie de la séquence de l'antigène tag. Et ensuite, on a fait un plasmide qui ne contenait rien, on l'a mis dans une cellule. Donc, 48 heures après la transfection, on a laissé le temps aux ARN, aux ADN de se transcrire et aux ARN de se traduire. On fait une détection avec des anticorps primaires anti-tag, puis avec des anticorps marqués à la green fluorescence protéine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un anticorps primaire qui détecte tag. Donc, cet anticorps, il n'envoie aucun signal lumineux. Et ensuite, on cible cet anticorps anti-tag par un anticorps secondaire marqué à la GFP qui va nous donner un signal. Donc, si vous voulez, c'est un peu un embriquement de 3 protéines. Donc, la protéine qu'on étudie, l'anticorps primaire, puis l'anticorps secondaire qui va nous donner la fluorescence. Ensuite, on prend notre noyau, on le colore au DAPI et on observe tout ce qui se passe au microscope à fluorescence. Dernière chose qu'on fait, on fait une lise cellulaire, on extrait les protéines nucléaires et cytosoliques et on fait un Western blot avec un anticorps anti-tag, anti-GADPH et anti-histone. Et ça, c'est les résultats de notre analyse. Donc, pour l'instant, on va s'intéresser à la technique d'immunofluorescence. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a plusieurs conditions. Donc, on a la condition plasmide vide, plasmide avec FGF18K plus la séquence tag et FGF34K plus la séquence tag. On a ensuite les résultats pour les 2 marqueurs qu'on a utilisés, donc le DAPI et le tag. Donc, le DAPI, on voit qu'il est essentiellement localisé au niveau des noyaux. Et le tag, dans le plasmide vide, on ne le retrouve pas forcément puisqu'on n'a pas transfecté de séquence tag. Pour FGF18K, on le retrouve dans le cytosol. Et pour FGF34K, on le retrouve dans le noyau. Donc, ce qu'on peut déjà penser à partir de ces résultats d'immunofluorescence, première chose, c'est que le DAPI colore le noyau. Ça, c'est valable tout le temps. Et que FGF18K est retenu dans les cytosols, alors que l'isoforme entière de FGF a un signal d'adressage pour le noyau, autrement dit un NLS. OK? Donc, première question. Question numéro 1, le DAPI colore le noyau. Vrai. Le DAPI, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule fluorescente qui se lie au thymine de l'ADN. Et on remarque ici qu'il y a une coloration rouge qui est présente pour les 3 expériences. Item B, le plasmide vide est un contrôle positif de l'expérience. C'est faux, le plasmide vide n'est pas un contrôle positif de l'expérience. Et en réalité, un témoin doit être toujours négatif au risque de fausser la comparaison avec l'expérience. Donc, un témoin permet de savoir si notre résultat est bon, on présente des anomalies. Par ailleurs, le plasmide vide ne contient aucune séance codante, ce qui rend logique le fait qu'il ne soit pas marqué. D'accord? Item 3, l'anticorps anti-tag permet de marquer les 2 isoformes. Donc, l'anticorps anti-tag, est-ce qu'il marque les 2 isoformes? A priori, oui, puisqu'on voit qu'avec la révélation par un anticorps anti-tag fluorescent, on a un marquage à la fois dans le cytosol et à la fois dans le noyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, qu'on ait la séquence entière, donc FGF34K, FGF18K, notre plasmide tag, notre séquence tag marque bien les 2 protéines. Item D, un détergent a été utilisé pour solubiliser la membrane. Donc, comment on fait pour le savoir? Il faut un peu comprendre comment la révélation des protéines dans le cytosol a été faite. Donc, pour obtenir les marquages en fluorescence, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, il faut transfecter la cellule. Donc, on lui insère le plasmide, elle exprime la protéine. La protéine, elle contient à la fin une petite séquence tag. Cette séquence tag, on lui envoie un anticorps anti-tag dessus, et sur cet anticorps anti-tag, on envoie un anticorps marqué à la GFP qui émet un signal de fluorescence. Ici, dans notre cas, on obtient un signal dans le cytosol
et un signal dans le noyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon anticorps anti-tag et mon anticorps marqué à la GFP ont traversé la membrane plasmique. Or, on sait que la membrane plasmique, elle est étanche. S'ils ont traversé la membrane plasmique, ça veut dire qu'on a utilisé un détergent qui a permis de détruire les lipides de la membrane plasmique et permettre la pénétration des anticorps fluorescents. Donc ici, un détergent a été utilisé à la membrane, c'est vrai, puisqu'on obtient un signal dans le cytosol et dans le noyau. Question numéro E, cette expérience a nécessité l'utilisation d'un marqueur fluorescent. Oui, je vous ai dit la GFP. D'ailleurs, la personne qui a inventé la GFP, qui a eu le prix Nobel, ça s'appelle Green Fluorescent Protein. Donc, protéine verte fluorescente. C'est le marqueur de référence dans les expériences en biologie cellulaire. OK. Maintenant, on va passer à la technique numéro 2. Donc, la technique numéro 2, qu'est-ce que c'était? C'était le Western blot. Le Western blot, qu'est-ce que c'est? C'est je prends mes protéines, ensuite je les mets avec je prends mes protéines, je les extrais, je les dissous et je les fais migrer sur une membrane de nitrocellulose. Et en fonction de la distance de migration, en fonction de la hauteur de la migration, je vais pouvoir déduire un poids moléculaire de ma molécule. Ce poids moléculaire, je vais pouvoir le référer à des bases de données et je vais le faire correspondre avec une protéine. Donc, item numéro A, il s'agit d'une technique d'étude de l'ADN. C'est faux. Le Western blot, c'est une technique d'étude des protéines. Donc, un petit rappel sur les blots. Le Western blot, c'est les protéines. Le Southern blot, c'est l'ADN. Le Northern blot, c'est l'ARN. Et le Eastern blot, c'est les hormones et les métabolites. OK? Donc ça, je ne sais pas si c'est à savoir, mais je sais que dans le Pierco, c'est marqué. Donc, je vous le mets. Histone et GADPH sont utilisés comme contrôle. Donc, on revient sur le Western blot que je vous ai donné. Donc, histone et GADPH, c'est... donc, histone, vous savez que c'est une protéine qui est nucléaire, et GADPH, c'est une molécule qui est cytosolique. Ici, on voit que dans les trois pistes de mon Western, dans les 6 pistes de mon Western blot, à chaque fois que j'ai une révélation cytosolique, GADPH apparaît, donc sur la dernière ligne, et à chaque fois que j'ai une révélation nucléaire, eh ben, j'ai mes histones qui apparaissent. Donc finalement, histone, c'est un marqueur du noyau, et GADPH, c'est un marqueur du cytosol. Alors, en général, le marqueur du noyau, c'est les histones, toujours, et les marqueurs du cytosol, en principe, c'est l'actine. OK? GADPH, c'est aussi un marqueur cytosolique, mais vous ne le verrez pas souvent. Et le marqueur mitochondrial, c'est soit TOM, soit TIM. OK? Donc, on reprend. Tac. GADPH est présent à la fois dans le cytosol et dans le noyau. Pardon, histone est un marqueur spécifique du noyau, ça c'est vrai. GADPH est présent à la fois dans le cytosol et dans le noyau, ça c'est faux. Pour le plasmide vide, l'absence de marquage par l'anticorps anti-tag était attendue. Donc, je reviens sur mon Western blot et je regarde qu'est-ce qui se passe pour mon plasmide vide. Pour mon plasmide vide, je regarde que pour la première piste, donc lorsque j'utilise un anticorps anti-tag pour révéler mes protéines, eh ben, j'obtiens aucun marquage. Ça signifie quoi? Ça signifie que mon plasmide vide n'a pas reçu de protéines tag. Et c'est ce qu'on veut, puisqu'on sait que le plasmide vide ne contient rien, donc pas de protéines tag. Donc ici, notre expérience, elle est interprétable. Pourquoi? Parce que le témoin positif est positif et le témoin négatif est négatif. Pour quelle raison on a dû utiliser 2 témoins de charge? Donc, pour quelle raison on a utilisé un témoin cytosolique et un témoin nucléaire? Donc, pour le savoir, c'est pourquoi on a fait ça. C'est parce que pour que notre expérience elle soit interprétable, il faut savoir si notre extraction elle est pure.
Pour savoir si elle est pure, il faut savoir si dans notre lisa totale de protéines, on n'a pas pris des protéines cytosoliques d'une part et on n'a pas emporté avec eux des protéines nucléaires. Donc ici, on a fait deux extractions, une extraction nucléaire et une extraction cytosolique. Donc il nous faut 2 témoins pour savoir s'il n'y a pas un peu d'histone qui est passé dans le cytosol ou s'il n'y a pas de GADPH qui est un peu passé dans les protéines du noyau, ce qui aurait un peu biaisé notre analyse. OK ? Dernière question qu'on fera aujourd'hui. Donc, la protéine tag FGF18K est localisée dans le cytosol. Donc, je n'ai pas besoin de vous remontrer la technique d'immunofluorescence. On a très bien vu que la FGF18K était dans le cytosol. La protéine tag FGF18K a traversé la membrane nucléaire à travers le transporteur central. Donc, ça, c'est a priori, on ne peut pas le savoir. C'est difficile à déterminer, mais déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que notre protéine tag FGF18K, elle est cytosolique. OK ? Donc, premièrement, c'est impossible qu'elle ait traversé le transporteur central puisqu'elle n'est pas dans le noyau. Deuxième chose, on sait que le transporteur central du noyau, il ne fait passer les molécules qui ont un poids moléculaire seulement supérieur à 40 kDa. Donc, ici, notre protéine tag FGF18K, elle fait seulement 18 kDa. Donc, quand bien même elle avait elle avait été synthétisée dans le noyau au départ, puis amenée dans le cytosol, elle serait passée par les canaux latéraux. D'accord ? Normalement, chaque année, le prof, il me semble que c'est le professeur Roll, il vous parle d'une molécule dont je ne me souviens plus du nom, mais qui fait plus de 40 kDa et qui passe par les canaux latéraux. Il vous explique un mécanisme un peu complexe, mais voilà, c'est bon à savoir. Et si je m'en souviens, lors de la prochaine séance de D, j'essaierai de vous retrouver le nom de la protéine. OK. La protéine tag FGF18K comporte sûrement un NES, oui, puisqu'elle est dans le cytosol, elle n'est pas dans le noyau, donc elle a été exportée. La protéine tag FGF34K est retenue dans le noyau, ça on l'a montré à partir de la technique d'immunofluorescence. La protéine tag FGF34K comporte sûrement un NLS, ça c'est vrai. La protéine tag FGF34K a traversé les canaux latéraux pour pénétrer dans le nucléoplasme, ben, ça aussi c'est vrai, puisqu'elle a un poids moléculaire qui est inférieur à 40 kDa. OK ? Donc là, je vous ai mis un petit topo sur l'importation et l'exportation des protéines au noyau, mais on va faire un ED entier sur ça, donc je ne reviens pas dessus. On m'a envoyé des messages. On ne revient pas dessus. Et à la prochaine séance, on va faire donc la syncytine. Donc, je vous ai déjà envoyé le sujet et vous pouvez vous exercer avec la correction. On reprendra tout, je pense, en présentiel la prochaine fois. Et on va passer à des techniques un peu compliquées la prochaine fois, comme la co-immunolocalisation, les techniques de Poule-Sièze, les techniques de RT-PCR. Et si on a le temps, on fera aussi les techniques de micro-ARN, mais je pense que ça sera pour le 3e cours. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tout compris. S'il y a besoin d'éclaircir un point, dites-moi. Et sinon, on se donne rendez-vous à la prochaine séance. Pas de questions? Non, c'est bon. C'est bon? Allez, super. Et bien, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Plaisir, bon travail. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Avec plaisir.